le vieillissement de la population française n'est pas tout à fait une information nouvelle. Il est une réalité que beaucoup ne soulèvent pas, celle du coût croissant de la dépendance sur nos finances publiques, mais aussi celle de l'inquiétude que ressentent les Français sur le financement de leur dépendance future. Avec moi, au micro, pour évoquer des solutions possibles, Tessa Machou, fondatrice de Vivodomie. Bonjour Tessa Machou. Bonjour Anne-Sandrine. L'Institut national d'études démographiques, donc l'INED, rappelait en 2021 qu'en Europe, on compterait en 2050 un peu plus de 320 millions de personnes âgées. Donc quand on dit personnes âgées, c'est 65 ans et plus. C'est évidemment un chiffre très intéressant car il met l'accent sur la réalité du vieillissement, non seulement de la population européenne, mais aussi évidemment de la population française. Et ce chiffre nous indique aussi finalement une autre réalité en fait. C'est celle selon laquelle nos aînés souhaitent rester chez eux jusqu'à la fin de leur jour. Est-ce qu'on dispose de données fiables justement qui nous permettraient de mesurer ce désir de nos aînés ? Bien sûr. Alors donc on parle d'une réalité implacable, oui. Et que ces éléments statistiques traduisent très bien. Les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 20% de la population en France. Oui. On fait un focus sur la France et ce chiffre atteindra 30% en 2050. Et d'ores et déjà, les plus âgés sont plus nombreux que les moins de 5 ans. Oui. Ça donne une idée de l'évolution qui nous attend. Alors, bien sûr, tout ça, ça veut aussi dire qu'on vit de plus en plus longtemps. Et ça, c'est une avancée. Alors, on a des indications aujourd'hui avec une espérance de vie à 65 ans qui est de 20 ans pour les hommes et de 23 ans pour les femmes. Donc, vivre plus longtemps, c'est bien. Encore faut-il vieillir en bonne santé. Oui. Et tout l'enjeu, c'est la préservation de notre autonomie. Et qu'est-ce qui participe à la préservation de notre autonomie ? C'est aussi la possibilité de se maintenir à domicile, mais dans les meilleures conditions. Se maintenir chez soi, c'est préserver ses repères, son équilibre, son réseau social de proximité, et tout cela participe à notre bien-être psychologique. Vous vouliez des données concrètes qui traduisent cette priorité affirmée au maintien à domicile. Il y a ce sondage IFOP qui traduit que 85% des Français souhaitent ce maintien à domicile ad vitam. C'est possible. Et d'ailleurs, cette priorité qui est affirmée par l'ensemble des Français, elle va dans le sens d'une politique qui est une politique actuelle et qui va prendre de l'essor, c'est celle du virage domiciliaire. L'idée, c'est que face à cet accroissement de population âgée, on n'aura pas la possibilité de construire autant d'EHPAD que nécessaire. Et puis, les EHPAD sont des structures qui sont de plus en plus coûteuses, qui sont plus coûteuses qu'un maintien à domicile et qui ne représentent pas non plus un idéal. Voilà, on peut le dire, qui sont devenues beaucoup moins attractives. Mais oui. Et puis, rester chez soi, c'est garder un lien avec la vie. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est garder un lien social, c'est pouvoir encore continuer à vivre comme avant, malgré, quand même aussi, il faut le dire, parfois, souvent, une perte d'autonomie et une sénescence qui est quasiment obligatoire à un moment donné de la vie, parce que la vie, c'est aussi cela. Comment est-ce qu'on fait alors pour prendre en compte cette réalité-là de la perte d'autonomie, mais aussi ce désir des Français, des personnes, à rester chez elles jusqu'à la fin de leur jour, et donc aussi à éviter l'EHPAD ? Alors, le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, c'est vraiment l'enjeu majeur. Alors, on a aujourd'hui des progrès technologiques qui peuvent le permettre. Il est possible, c'est la bonne nouvelle, de concilier la perte d'autonomie et la vie à domicile. Et on peut même l'envisager jusqu'à des stades très avancés. Après, on bascule vers les soins critiques. Et les soins critiques, ceux-là sont pris en charge de toute façon à l'hôpital. Mais donc, pour réussir ce maintien à domicile, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. La première chose, c'est pouvoir adapter son logement à cette perte d'autonomie. Bénéficier d'un réseau de soutien humain. Et puis, tout ça, bien sûr, il faut le dire. Il faut dire les choses. Ça demande également des moyens financiers. Alors, on a des aides sociales. On peut citer l'APA, pour ceux qui connaissent. C'est une allocation personnalisée d'autonomie qui est là pour nous aider. Mais on l'a dit aussi, avec l'augmentation des bénéficiaires, les restes à charge vont devenir de plus en plus importants parce que la solidarité nationale, elle ne va pas pouvoir s'exercer de manière pleine, totale, face à cet accroissement des bénéficiaires. Donc, il est crucial
de prévoir ces choses, ce financement à long terme pour faire face à ses futurs besoins. Et si je ne suis pas un expert, je vais penser peut-être viager. On pourrait. C'est un dispositif extrêmement ancien, connu de tous. Tous nos auditeurs le connaissent fort bien. Mais quand il s'agit de penser justement à un financement du maintien de la personne âgée dans sa propre maison, tout en prenant en compte à un moment donné aussi sa perte d'autonomie, sans aller jusqu'à la question hospitalière, mais juste la marche d'avant, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y a aussi d'autres alternatives au viager. Bien sûr. Alors d'abord, sans parler du viager précisément, il existe ce qu'on appelle les instruments de mobilisation du patrimoine immobilier. S'ils existent, c'est bien pour redonner des capacités financières à nos aînés. Parce qu'au fil du temps, au fil des années, on consomme nos capitaux. C'est une épargne qui ne se reconstitue pas. On a des retraites, mais des retraites qui plafonnent et qui sont exposées à l'inflation. Donc, on perd en pouvoir d'achat. Est-ce que parfois, on peut s'orienter, se tourner vers le soutien intrafamilial ? Mais ce n'est pas toujours possible. Non. Donc, quand on a la chance, parce que c'est une chance d'être propriétaire, on peut encore mobiliser son patrimoine immobilier pour atteindre cette capacité d'autofinancement. Mais encore faut-il le faire à des conditions justes et bienveillantes. Mais alors justement, comment est-ce qu'on peut faire ? Je voudrais revenir un peu sur le viager. Alors, c'est un dispositif très ancien et on le connaît dans sa forme moderne depuis son inscription au Code civil en 1804. Mais bien sûr, il a évolué depuis avec des formes plus créatives, je dirais. On a le viager sans rente, le viager mutualisé. C'est très bien. Alors, on change l'emballage, mais pour moi, le contenu reste le même. Donc, les imperfections persistent. Et quelles sont-elles ? On trouve l'aléa lié à l'espérance de vie. On peut le dire plus simplement. C'est ce fameux pari sur la mort qui inspire la caricature. Et puis surtout, il est proposé avec des décotes importantes qui dissuadent les vendeurs parce qu'ils ne veulent pas compromettre le patrimoine à transmettre. Ça, c'est important pour eux parce qu'on a toujours un héritier, même si on n'a pas d'enfants, on a des héritiers, quoi qu'il arrive, des gens à qui on souhaite laisser quelque chose. Alors justement, on va parler maintenant du comment peut-on faire. À vous qui êtes la fondatrice de Vivodomie, et on en parlera plus tard de Vivodomie et de ce magnifique projet, comment est-ce que vous avez pu imaginer justement des alternatives aux viagers ? Cette alternative, d'abord, elle porte sur les constats, les imperfections des dispositifs existants. Je l'ai cité à l'instant, en premier, au rang desquels le premier, c'est l'aléa qui porte sur l'espérance de vie, ce fameux pari sur la mort qu'il faut non pas contourner, mais complètement annuler. Et puis, donner la possibilité à la personne âgée de mobiliser son patrimoine, mais aux meilleures conditions, c'est-à-dire de récupérer une part significative de la valeur de son bien. Et donc, c'est cette solution alternative qu'on offre. Donc qu'elles puissent récupérer cette part significative de leur bien en se garantissant un maintien à domicile à vie, sans pari sur leur durée de vie. Et c'est ce qu'on propose avec le contrat. C'est qu'on a appelé le contrat Vivodomie, qu'on estime simple, transparent et équitable, parce qu'il vient aussi réconcilier les intérêts respectifs des vendeurs et investisseurs. Mais alors, les auditeurs vont se poser la question de savoir, et concrètement, alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne en 3 étapes, mais c'est très simple. Alors, je vais me placer du point de vue du senior vendeur, pour qu'on comprenne, parce qu'effectivement, on a 2 parties, mais ça va être très simple comme ça. La première étape, c'est que je vends mon bien. Je le vends en pleine propriété. Donc, je le vends avec une décote qui est ajustée et qui est équitable. À ce stade, je récupère déjà une bonne partie de la valeur de mon bien. Dans un deuxième temps, et concomitamment, je dirais, l'investisseur en face va m'accorder un bail à vie avec un loyer décoté. Donc, ça va me permettre de m'assurer un maintien à vie à domicile en payant un loyer réduit, ce qui va me laisser plus de marge financière. L'idée, c'est pas de consommer le capital en loyer ensuite. Donc, on a un loyer qui est ajusté, qui est décoté par rapport à celui, à la valeur du marché. Bien sûr, ici, je suis en train d'indiquer que je passe du statut de propriétaire à locataire de mon bien. Il faut se rappeler que j'ai plus de 65 ans si j'entre dans cette opération. Donc, je suis, par ailleurs, un locataire dit protégé. D'accord. Et voilà. Et donc, l'investisseur en face, il va falloir le sécuriser pour l'encourager à venir à s'engager dans cette opération. Donc, je vais lui accorder une garantie locative
via le nantissement d'un contrat d'assurance vie. Donc, ça le rassure et ça le motive à s'engager. Donc, en résumé, oui, je passe du statut de propriétaire à celui de locataire, oui, mais avec des conditions très avantageuses, puisque je récupère cette part importante de la valeur de mon bien. Je peux procéder, anticiper ma succession, par exemple, procéder à des donations, etc. Et bien répondre aussi à l'ensemble de mes besoins, de mes projets. Donc, mais parce qu'il y a cette part significative de la valeur de mon bien. Et je ne suis pas spoliée à ce niveau-là. Et puis, je reste chez moi, parce que ça, c'est ma volonté première. Et l'opération n'est plus un pari sur ma durée de vie. Donc, c'est un cadre bienveillant. Oui. Et il n'y a pas de stress de ce côté-là. Et pour l'investisseur, de son côté, eh bien, il s'engage dans une opération qui à la fois présente une rationalité économique certaine et c'est une opération aussi d'investissement solidaire. Oui. Donc, lui, il récupère une décote qui est équitable. Ça constitue pour lui une plus-value potentielle et il va percevoir des loyers qui, même s'ils sont réduits, on va venir apprécier son opération avec le temps. Et puis, cette garantie locative qu'on lui apporte le sécurise et l'encourage à l'opération face à ce locataire de plus de 65 ans. Et quand on vous écoute, et pardon de poser la question comme ça, tout semble parfait. Oui, c'est simple. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Il n'y a pas d'inconvénients, il suffisait d'y penser. Alors, bien sûr, parce que, vous savez, le temps, les mentalités changent. Oui. Aujourd'hui, on parle de flécher l'épargne, de la flécher davantage vers des supports ISR. Ça parle à tout le monde, ça, des investissements socialement responsables. On est en attente de rentabilité quand on est un investisseur, mais c'est peut-être plus tout aussi... c'est pas au détriment, en tous les cas, du collectif, du bien-être, des engagements sociaux, environnementaux, etc. Et donc, là, il y a une forte... il y a une vraie... c'est pas un habillage, hein. C'est un investissement définitivement solidaire. Donc ça séduit les investisseurs. On leur offre quand même cette rationalité économique. Il y a une plus-value potentielle, une plus-value latente qui vont matérialiser un jour ou l'autre. Et puis ces loyers participent à ne plus parier sur la mort de leur vendeur, pas plus qu'un locataire, un investisseur classique ne parierait sur un locataire. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être l'histoire d'un acquéreur et d'un investisseur, en tout cas une histoire qui vous a touché et qui permette à nos auditeurs de comprendre réellement l'implication et les effets positifs de ce contrat ? Oui, alors c'est pas très compliqué parce que nous on passe aussi par les notaires, donc qui prescrivent la solution viager aussi. Oui. Et donc quand la proposition est faite, les personnes âgées se rendent compte des décotes importantes qui sont appliquées. Ça décourage fortement, ça attriste même. Et puis avec rente ou sans rente, vous savez, avec tous ces aménagements qui existent, on se sent un peu poussé à ce type d'opération. Et donc quand on offre une autre alternative qui annule toutes ces imperfections, eh bien c'est un peu de joie qui revient et puis le champ des possibles qui s'ouvre, et surtout il y a une contrariété très forte, c'est celle de ne pas pouvoir transmettre quelque chose, d'être en situation d'être dépossédé de la valeur de son bien. Ça, c'est une grande contrariété et on ne veut pas que les personnes âgées se retrouvent prises en étau entre le besoin de couvrir, l'envie de couvrir tous leurs besoins, et puis cette nécessité pour elles à transmettre, parce que c'est aussi le sens des choses. Oui. Et quand on vous écoute, on sent bien que vous vivez les choses avec le cœur. Oui. Alors je crois que c'est le moment de vous demander pourquoi est-ce que vous avez créé Vivodomie ? Alors, l'idée de Vivodomie m'est venue à la suite d'une expérience personnelle. Oui. Moi, je l'envisage comme une cause à défendre. Oui. Et comme j'aime le dire, c'est pas nous qui choisissons les causes, c'est elles qui nous choisissent à travers des chemins de vie, des expériences de vie. Et pour ma part, j'ai été confrontée à la perte d'autonomie d'un proche. Oui. Et donc, cette situation, elle m'a profondément sensibilisée à la vulnérabilité de nos aînés. Et ça m'a donné envie de trouver une solution pour leur permettre de vieillir chez elles, mais dans les meilleures conditions, en toute dignité et dans leur confort le plus important. Donc, j'ai une formation en gestion de patrimoine et ça m'a semblé naturel d'explorer cette voie patrimoniale pour répondre à cet enjeu. Oui.
Voilà, donc un enjeu qui a trouvé sa réponse dans la solidarité. Hein. On parlait tout à l'heure d'investissement solidaire. D'ailleurs, Vivodomi a été lauréat du concours Défi d'Or 2023 dans la catégorie Bien chez moi. C'est la 17e édition du Défi Autonomie. Et c'est un événement qui était placé sous le patronage du ministère des Solidarités et de la Santé. C'était une très très belle récompense. Depuis cette récompense, comment est-ce que Vivodomi a évolué ? Alors, on évolue. Donc, d'abord, depuis la remise de ce prix, ça a été un très grand encouragement pour nous de ces instances qui pensent le monde de demain en essayant de trouver des réponses à ces enjeux liés au vieillissement de la population. Et donc, nous, on poursuit activement le développement de notre solution. Alors, on œuvre déjà à accroître sa notoriété parce que c'est un dispositif qui n'existe pas, donc il faut le faire connaître et ça, il faut être sur le terrain. On établit aussi des partenariats stratégiques. On explore aussi des nouvelles formes de financement pour faire venir un autre type d'investisseurs. Et on croit très fort au financement participatif. L'idée ici, ce serait de faire intervenir des investisseurs plus jeunes et donc de créer une espèce de lien intergénérationnel où des jeunes peuvent accéder à de l'immobilier avec des tickets plus accessible, tout en finançant, finalement, en participant au financement des besoins des personnes âgées. Voilà, donc on travaille là-dessus aujourd'hui. Et vous parliez de faire connaître le contrat Vivodomi. Et ça, ce sera le travail, je dirais, du pèlerin qui prend son bâton à chaque fois pour faire connaître le contrat. Quelles sont, par ailleurs, vos ambitions de développement ? Alors, elles sont très fortes. Mais aujourd'hui, on s'attache un pas après l'autre à faire les choses très bien, à les consolider. On a vocation à exister longtemps. À travers les générations, si j'ose dire. Peut-être qu'un jour, on sera inscrit dans le Code civil aussi. Et alors, nos ambitions sont celles d'abord de consolider notre modèle, mais de l'étendre à d'autres marchés. Parce qu'on a commencé par dire que le constat démographique n'est pas qu'une affaire française. Il est partagé avec d'autres pays européens. Alors, peut-être que ça trouvera écho sur d'autres marchés. On pense notamment en Allemagne, qui présente aussi une situation démographique plus accentuée que celle de la France. Et on ne peut que souhaiter au contrat Vivodomi d'être inscrit un jour dans le Code civil des Français. Merci Tessa Machou de ces éclairages. Et puis à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. À bientôt. Merci Anne-Sandrine, merci pour cet accueil.